Tout le monde, bienvenue à cette rencontre quantique bien spéciale, en fait, aujourd'hui sur la chimie quantique. Et avec moi pour parler de chimie quantique, Armand Soldera, qui est professeur en chimie ici au département de chimie de l'Université de Sherbrooke, également vice-doyen de la faculté des sciences, donc vice-doyen au partenariat, et évidemment, je veux dire, membre de l'Institut quantique. Et voilà. Bien Ouais. identifié. Je me Donc, suis habillé en conséquence. bonjour Armand. Bonjour Gislain, bonjour à tous et puis à toutes à travers le webinaire. Oui, ben oui, tout à fait. Donc, tout ça sera disponible si vous voulez réécouter notre discussion donc en ligne par la suite sur la chaîne YouTube de l'Institut quantique. Mais avant de parler de la suite, ben, faisons cette rencontre quantique, ma foi. Je suis Je avec me plaisir. présente, Justin Lefebvre. Je suis au développement des partenariats ici à l'Institut quantique et également bien impliqué dans Curieux quantique et à l'animation donc de ces rencontres quantiques. Aujourd'hui, donc, on va parler de chimie quantique, mais avant de sauter dans le vif du sujet, Armand, est-ce que tu pourrais nous présenter tes travaux de recherche? Qu'est-ce qui t'intéresse ici en chimie quantique à l'Université de Sherbrooke? Oui, bien sûr. Mais, merci Gislain aussi pour l'invitation. Merci à tous et toutes de venir ici. Eh bien, tout d'abord, le labo, nous, on fait de la simulation multi-échelle, c'est-à-dire qu'on vient de la chimie quantique jusqu'à l'atomistique, jusqu'à même le mésoscopique. Est-ce que on va juste faire un petit PowerPoint de vous montrer un peu l'idée qu'il y a derrière ça. Vous voyez, ce que j'aime dans le côté quantique déjà, c'est que ça fait rêver. Quand on regarde de l'infiniment petit à l'infiniment grand, quand on regarde les étoiles, ça fait toujours rêver du monde. Et je trouve maintenant avec le quantique, ça aussi, ça nous fait rêver. Donc on va de l'infiniment petit, ça nous fait rêver, puis l'infiniment grand. Et si on regarde, en fait, quand on parle d'infiniment grand, eh bien, regardez, il y a un verre d'eau, puis il y a le nombre d'Avogadro qui est là. Ben pour nous, ça, c'est l'infiniment grand. Donc, vous voyez que c'est assez paradoxal, mais mine de rien, Avogadro, quand je parle du nombre d'Avogadro, qu'est-ce que c'est? Ben, pour la plupart, vous savez, c'est le nombre d'atomes de carbone 12 dans 12 grammes. Eh bien, si on se réfère, par exemple, à des boules de ping-pong, j'aime bien présenter ça, de 4 cm de diamètre, d'après vous, combien on pourrait recouvrir de pays ou la surface de la Terre avec ces nombres d'Avogadro de balles de ping-pong? Puis en fait, toute la surface de la Terre est même sur 80 km de hauteur. Donc c'est un nombre infiniment grand pour nous. Et ce qui est intéressant dans l'aspect quantique, c'est que c'est une application de la physique quantique, la chimie quantique, mais nous, ce qu'on regarde, et donc c'est des atomes. Si tu peux appuyer, Tom, sur la petite animation que vous voyez en haut, c'est l'eau. Eh bien, l'eau, à partir de la glace, on anime avec la dynamique moléculaire, eh bien, ça commence à bouger. À certaines températures, on augmente la température et puis on voit des transitions de phase. Et donc, quand on arrive à l'infiniment petit, puis si on arrive à reproduire le macroscopique, et donc ça, c'est via la physique statistique, en fait, eh bien, on peut se dire, on a accès on sonde le moléculaire. Eh bien, là, on a alors affaire à des propriétés moléculaires qu'on ne verrait pas forcément. Donc, on arrive à déceler des phénomènes qu'on n'aurait pas pu percevoir autrement. Et donc là, j'ai marqué, vous voyez, c'est l'ordinateur que vous voyez ici, puis avec 2 images. Donc, c'est exprès que ce soit noir et blanc. Donc, le tableau, donc là, le côté théorie, je dirais, puis là, le côté expérimental. Eh bien, on parle d'une 3e voie pour faire de la science. Donc, avec l'expérimental et la théorie, on n'est ni des théoriciens, ni des expérimentalistes. Donc, avec les personnes du labo, que je remercie d'ailleurs pour tous les travaux, eh bien, on est des expérimentalistes numériciens. Et donc, ce qu'on fait dans mon labo, Tom, si tu peux montrer même la prochaine, juste le projet transparent. En fait, on vient du quantique jusqu'à le mésoscopique, ce qu'on appelle. Quand on parle du quantique, on parlera un peu plus de quantique aujourd'hui, eh bien, c'est la chimie quantique, il y a la physique quantique derrière ça. Les codes que l'on utilise actuellement sont même très faciles d'utilisation, voire trop faciles. La théorie qui est derrière est plus difficile. Mais parfois, l'électronique, peut-être le comportement électronique nous intéresse moins. Donc, c'est les atomes. Et donc, ça, c'est l'aspect atomistique. Donc, les atomes sont représentés par des particules en interaction avec d'autres. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le champ de force. Et là, c'est la dynamique moléculaire. Et ensuite, on peut prendre plusieurs atomes
Et donc ça, c'est une particule. Donc ça, on parle de mésoscopique. Là, on peut utiliser aussi des équations de mouvement. Et puis ensuite, on peut même aller plus haut. Puis vous voyez, et jusqu'au continu, plus grand. Et si vous regardez, à chaque niveau, il y a un nom qui est associé. Schrödinger, Newton, Langevin, De Gennes ou Kohn. Et bien tout ça, c'est qu'à chaque niveau, il y a des équations qui sont différentes. Donc là, on pourrait parler plus amplement sur le côté émergence, je dirais. Mais nous, on va se cantonner peut-être au quantique et discuter là-dessus. Oui, absolument, absolument, pour la journée d'aujourd'hui. Donc là, je vais juste prendre un pas de recul. Dans le fond, tu nous as parlé de théorie, d'expérimental. Puis, à quelque part entre les deux, est-ce qu'on peut dire que c'est de la recherche appliquée, mais sans être expérimentale? En fait, est-ce que c'est de l'expérimental? On me dit des fois, tu es théoricien. Pas du tout. Excusez-moi de l'anglicisme, surtout que maintenant on fait attention, mon background, c'est plus expérimentaliste. Je suis allé par la suite vers la simulation. Et souvent, j'utilise la simulation comme quelqu'un d'expérimental. Okay. C'est-à-dire, je prépare le système. Il y a toute une préparation du système. Par exemple, en Atomistics, il faut bien explorer l'espace des configurations pour Physics Stat. Et bien là, quelles sont les configurations que l'on choisit? Donc, vous voyez, il y a tout l'aspect, disons, presque expérimental, mais c'est pour ça que je parlais d'expérimentaliste numéricien, il y a différents noms. Donc, on utilise la théorie avec des codes, on développe des codes, et puis même d'ailleurs, il y a la modélisation qu'on parle. Mais nous, on fait de la simulation, c'est-à-dire qu'on utilise des modèles et on simule. Ensuite, on peut avoir des modèles d'ailleurs qui sortent de ça, mais on fait plus de la simulation que de la modélisation. OK, bien ça on va y revenir dans un instant, mais avant, j'aimerais ça peut-être juste voir la limite entre la physique quantique puis la chimie quantique, parce qu'évidemment, c'est un continuum qui a été illustré ici pour la portion chimie, mais avant, il y a la physique quantique, si on va encore plus petit, puis à d'autres échelles. Est-ce que tu peux nous tracer cette ligne-là, si elle est traçable, ou où est-ce qu'on suppose qu'il y ait l'espèce de limite entre les deux? Exact. C'est pas si clair que ça. Quand j'enseigne le cours de chimie quantique, eh bien, je commence par exemple, parler des fentes de Young. Donc, ça, c'est l'exemple classique où on voit entre guillemets, le quantique. Et à partir de là, en fait, qu'est-ce qui vient chimie quantique? C'est-à-dire qu'on arrive dans le concept du cours de chimie quantique, on arrive à la fin aux orbitales atomiques de l'atome d'hydrogène parce que c'est le seul système qu'on peut résoudre de façon analytique. Hein, on a les équations des orbitales. Et à partir de là, en fait, commence le domaine de la chimie quantique parce que c'est comment on représente ces orbitales de façon le plus simple possible pour pouvoir les utiliser dans les calculs. Donc, remodifier, donc par exemple, pour une molécule, eh bien, on part d'une fonction de base qui vient de quelque chose de connu, donc les orbitales atomiques de l'atome d'hydrogène, et ensuite elles sont modifiées pour avoir, disons, à la fin, nos résultats, si on veut. Et donc, ça, c'est le domaine de la chimie quantique. La chimie quantique, OK. Puis, dans le fond, les atomes, donc les orbitales, c'est les espaces occupés par les électrons autour des atomes, enfin, autour des noyaux des atomes. Puis, ce que tu nous dis, c'est qu'au-delà de la molécule d'hydrogène, laquelle on est capable de calculer classiquement. Après ça, c'est des modèles qui vont faire une tonne de simplification puis une tonne d'approximation. D'approximation, je dirais. On peut aller même avec le moins d'approximation possible. Hein, c'est les coupled clusters qu'on appelle. Mais sinon, en tant que tel, on essaie de représenter par certaines fonctions de base, donc des gaussiennes, pour pouvoir ajuster, pour pouvoir qu'elles soient flexibles, pour que ce qu'on met devant ces orbitales, ou ces fonctions plus exactement, leur contribution à la valeur finale. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher en premier lieu? C'est de trouver la bonne fonction d'onde, et par la suite de cette fonction d'onde, on obtient une énergie, équation de Schrödinger, et de cette énergie, est-ce qu'elle est optimale? Elle est à la plus basse? Non, on remonte, on bouge nos atomes, on retrouve une fonction d'onde en changeant les coefficients, et à partir de là, hop, c'est une boucle en quelque sorte. Puis, ce qui t'intéresse, toi, de ton côté, est-ce que c'est toujours de trouver l'énergie minimale d'un système, donc le fameux ground state, ou est-ce que des fois, les états excités t'intéressent aussi, c'est-à-dire des états où les électrons ne sont pas nécessairement complètement dans leur plus bas niveau d'énergie, mais à d'autres niveaux également? Bien, c'est le cas de Renato, qui est ici, qui travaille justement sur l'utilisation de l'ordinateur quantique
pour décrire ces états excités. Donc, c'est en co-tutelle avec mon collègue de l'Université de Namur, Benoît Chorbagne. Et donc, lui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est état excité, parce que c'est un pan de l'optique non linéaire. Et là, on regarde donc les spectres de vibrations, puis des états excités. Et pourquoi pas, justement, commencer à regarder les performances, les possibilités qu'offre l'ordinateur quantique pour décrire ces états excités. Parce que là, dans le fond, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que ta recherche est vraiment au niveau de la chimie quantique, c'est ça le sujet de recherche. Mais là, l'ordinateur quantique pourrait être un outil de travail pour la recherche en chimie quantique. Totalement. En fait, on parle de chimie quantique, c'est dans le domaine de la chimie quantique, mais moi, je vois aussi au niveau même de l'atomistique. Récemment, il y a un article qui est sorti qui traitait du fait que moi, je vous parlais des champs de force. Donc, au niveau atomistique, ce sont donc, comme je vous rappelle, des particules, les atomes, sont en interaction avec les autres particules, et puis on les met en mouvement, et donc les interactions vont bien les représenter. Et dans certains cas, on n'arrive même plus à les représenter parce que ce sont des ions et dans un domaine particulier, faible constante diélectrique. Et tout d'un coup, là, on constate que on a presque atteint les limites de cette méthode de champ de force. Donc, soit on utilise des champs de force polarisables, j'aurai le travail là-dessus, ou carrément, peut-on utiliser l'ordinateur quantique? Et il y a un article récent où c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour représenter ces champs de force. Donc là, ça serait encore toute une gamme de possibilités. Et comme je vous montrais tout à l'heure, vous voyez le côté multi-échelle, donc c'est à certains niveaux d'approximation. Et en fait, l'ordinateur quantique doit nous permettre de faire en sorte que les calculs qui sont difficilement faisables, parce que trop longs, puissent faire hyper rapidement. Et là, c'est fou les possibilités que s'offrent à nous. Puis là, juste pour bien comprendre, dans le fond, la limitation actuelle de la modélisation par champ de force, est-ce que c'est la théorie elle-même ou c'est le modèle qui, là, frappe son mur en info classique parce que trop difficile à calculer, finalement? En fait, quand on regarde les champs de force, si je l'interaction non liante qu'on appelle, il y a deux termes principaux qui sont l'interaction électrostatique coulombienne que l'on connaît tous et un terme de Lennard-Jones qu'on appelle. Quand on regarde le terme électrostatique, si la constante diélectrique est trop faible ou les charges, disons, peut-être trop élevées, eh bien, à ce moment-là, ce terme-là devient problématique. En fait, il faut rajouter un terme supplémentaire de polarisation, que l'on appelle. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail non plus, mais qui n'existe pas forcément dans les champs de force classiques, parce que la plupart du temps, on n'en a pas besoin. Et donc là, on atteint, dans certains cas bien précis, les limites. Et c'est ça qui devient intéressant parce que on est comme bloqué quelque part, il faut aller plus loin. Et là, ça devient intéressant. Et juste ça, quand on a constaté ça, c'est après 15 ans de publication sur un domaine, ça publie, mais ils ne voyaient pas ce problème. Donc, merci aussi j'aurais d'avoir vu ça. Donc, c'est un cas particulier, c'est-à-dire il y a plein de paramètres qui vont bien. C'est des calculs de diffusion, etc. Puis tout à coup, on regarde la structure autour de l'atome. Ah, mais ça ne marche pas avec l'expérimental. Pourquoi? Mais pourtant, c'est publié. Et donc, plus on gratte, plus on constate, là, on a besoin de la théorie, par exemple. Okay, là, on a besoin de la théorie. Et là, on se dit, il y a un truc qui ne marche pas. Comment on fait pour pallier ce problème-là? De la théorie, puis j'imagine de l'expérimental aussi, au sens où, une fois que le modèle est fabriqué, conçu, il faut le tester d'une façon ou d'une autre. Comment se fait ce lien-là avec la portion expérimentale? En fait, la plupart des simulations qu'on fait, souvent, presque toujours, c'est des liens avec l'expérimental. Dans le cas dont je discutais, donc c'est un cas particulier où les mesures expérimentales nous donnaient un autre environnement que ce qu'on obtenait. Et c'est là où on s'est dit, l'expérimental est juste, c'est sûr. Mais donc nous, qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas? Donc il faut aller plus loin. En fait, quand on regarde même les approches atomistiques et gros grains, comme on appelle, ou coarse grain, ou mésoscopiques, eh bien, il faut considérer le fait que ce sont des modèles empiriques, comme la chimie quantique. Eh bien, on a des paramètres d'ajustement. Quand on parle DFT, certainement tout le monde a entendu la théorie de la fonctionnelle de la densité, à part RBPE ou BPE, ce sont la plupart des fonctionnels qui ont été ajustés par des méthodes expérimentales. Les champs de force, oui, c'est des méthodes, disons parfois quantiques, qui permettent d'ajuster les interactions,
mais parfois c'est de l'expérimental. Donc les résultats, il faut toujours être confronté avec l'expérimental. Et il faut marcher quasiment main dans la main avec les expérimentalistes. Donc il y a beaucoup de collaborations qui sont avec des expérimentalistes. Puis comment les collaborations de l'autre côté du spectre se font avec les théoriciens? Est-ce qu'il y en a aussi de ton côté? En fait, c'est ça qui était super. J'avais présenté il y a quelques années de ça dans en France, je donne l'exemple, c'est à l'ESPCI. Et puis là, le modèle que je présentais, en fait, au niveau de on travaille beaucoup sur la transition vitreuse. Alors, juste un petit aparté. Transition vitreuse, c'est connu depuis l'époque pharaonique. Il y avait même un premier dessin, c'est-à-dire on chauffe le silice et puis on obtient un verre. Et puis, on ne comprend pas totalement cette transition. Ouais, parce que le temps qui est associé à cette transition, c'est quelques nanosecondes, voire jusqu'à quelques dizaines d'années, et on appelle ça d'ailleurs le vieillissement. Et donc, quand j'ai présenté ça, la personne, un physicien théoricien, spécialiste de la transition vitreuse, me dit, mais en fait, ton modèle, mes simulations, apportent une vision différente dans le sens que quand on parle de transition vitreuse aussi dans les plastiques, eh bien, on pourrait l'associer à une chaîne de polymères, une seule chaîne. Et donc, la question qui se pose, est-ce qu'une chaîne unique et donc, donne une transition du type vitreuse? Alors, ça a toujours été dit que non, c'est un phénomène à longue portée, il y a de l'enchevêtrement, l'enchevêtrement, pas de la trication quantique entre les chaînes, qui pourrait expliquer la TG. Non, on se dit peut-être à une seule chaîne. Eh bien, il y a quelque chose. Et donc, dans ce cadre-là, il y a Étienne qui suggère sa maîtrise et puis on essaie de publier quelque chose là-dessus. Donc là, la transition vitreuse, est-ce que c'est entre l'aspect cristallin d'un solide et l'aspect amorphe? Est-ce que c'est la transition entre les deux? Ce qui est super de la transition vitreuse, c'est-à-dire que vous chauffez un système, vous chauffez un verre, hein, c'est plus simple, il est amorphe, isotrope qu'on appelle, il est amorphe. Vous le chauffez, il est encore amorphe, mais son disons, comportement mécanique est complètement différent. Donc, autant, prenez par exemple, dans le cas des plastiques, les phares d'auto, on va prendre du plexiglas, la TG, qu'on appelle Transition Glass Transition, elle est à peu près de 100 degrés Celsius. Okay, donc, ça veut dire qu'à 20 degrés ou 30 degrés, les phares donc, sont durs. Voilà, prenez donc la TG, donc le comportement mécanique, c'est rigide de ce plastique. Prenez un plastique à polyéthylène ou à caoutchouc, sa TG est bien plus basse que 0. Okay, et donc, vous pouvez l'étirer. Vous voyez, c'est pourtant deux plastiques, deux polymères. Par contre, vous mettez ça dans l'azote, ça devient rigide et ça se casse tout de suite. Okay, et donc, vous voyez, et cette transition-là, TG, est très importante pour les industriels, parce qu'elle permet d'avoir des comportements mécaniques complètement différents. Et là, on le voit dans plein de choses. Donc, la recherche continue à se faire même là-dedans. Donc, vous voyez, il y a le côté fondamental qu'on essaie d'appréhender, de comprendre, et l'aspect pratique. Et ça, j'y crois aussi fortement, même pour les étudiants du lab, cette approche d'être proche des expérimentalistes, mais également proche des industriels, plusieurs contrats, pour dire qu'on redonne un peu à la société, d'une certaine façon. Et puis, c'est se dire, le fondamental aide à mieux saisir, mieux comprendre les comportements, puis d'aller d'avant. Écoute, tu viens de mentionner les industriels. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de collaborations que tu as eues avec, que tu as actuellement ou par le passé, là, avec des industriels? Oui. Actuellement, on a un contrat avec Total. Donc, il y a 4 personnes qui travaillent dans le labo dans ce domaine-là. Soprema. Donc, Total, qui est une compagnie française en énergie. Maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est pour mieux comprendre, en fait, les membranes, je dirais, la conduction ionique au sein de ces membranes-là, et voir à concevoir de nouveaux composés. Et ça, c'est pour les batteries, ces membranes-là? Oui. Principalement, oui, exactement. Okay. Un contrat récent avec Hydro-Québec, dans cette même idée, puis on dépose aussi une autre demande. Il y a Soprema, qui est une compagnie française qui travaille sur le polystyrène. Puis je voudrais parler, peut-être, il y a quelques années de ça, j'avais eu, en fait, à l'époque, ça s'appelait CRD, Collaborative Research Development, donc c'est quelque chose de collaboratif avec General Motors. Et dans ce cadre-là, ce qui était intéressant, c'était de comprendre comment on pouvait concevoir de nouveaux matériaux avec des propriétés améliorées. Et donc là, toujours pour les batteries ou c'était toujours les batteries, les batteries, okay, parce qu'évidemment, pour les voitures, les matériaux, il y en a partout. Ça fait que ça aurait pu. Ouais, exactement. Et merci de le préciser. Et donc, c'était des nouvelles membranes. Et la membrane qui était la plus utilisée à l'époque, ça s'appelait le Nafion. Donc, on a travaillé sur le Nafion, qui est un polymère, un plastique. Et on a constaté, en regardant, en faisant de la chimie quantique,
de l'atomistique et même du gros grain, qu'il y avait une distance entre des atomes de soufre, je ne vais pas aller dans le détail, qui restait constante malgré la première déprotonation. En fait, il y avait deux déprotonations. On s'est dit, pourquoi ne pas concevoir une molécule, une membrane, qui puisse avoir cette distance soufre-soufre qui reste constante, okay, alors, deuxième déprotonation. Et ça nous a donné 3 brevets. Alors, je me rappelle des collègues chimistes qui disent, oh, ça va se faire en 15 jours, la synthèse de cette molécule. Bah, ça ne s'est pas fait en 15 jours. Il y a eu 3 postdocs qui sont passés dessus, mais on n'a pas eu cette molécule. C'est bien dommage parce que ça aurait créé comme une nouvelle type de membrane. Ça n'a jamais été vraiment synthétisé, avec une forte acidité. Et là on s'est dit, en fait, toute la force de la simulation, c'est se dire, soit il y a 2 voies pour concevoir, 2 principales voies, soit on comprend mieux ce qui se passe dans les fondements du matériau, donc moléculaire. Donc, pour ce faire, il faut bien que les propriétés microscopiques soient les mêmes que macroscopiques. Et donc, à ce moment-là, si on comprend, hop, on peut concevoir un matériau aux mêmes propriétés, le cas de la membrane, où on arrive à bien simuler le système, que toutes les propriétés que l'on calcule soient corrélées avec l'expérimental. Et là, on se dit, bah, pourquoi pas on change un CH3 par chlore, par exemple, un atome de chlore, ou des petites modifications. On fait des simulations et on constate est-ce que la tendance est la bonne. Et ça, c'est toute la force de la simulation et c'est pas c'est pas du dessin assisté par ordinateur, c'est comme un guide, vous voyez, un guide vers la conception de nouveaux matériaux. Puis, est-ce que c'est là où, justement, tu parlais, enfin, au tout début, des 2 voies pour la simulation, c'est-à-dire avec environnement connu ou avec des propriétés connues? Dans le fond, pour être capable de designer les matériaux qu'on veut. Si on arrive à bien comprendre, à obtenir les bonnes propriétés, parfois on peut se dire il y a quelques tendances, ok, on peut même concevoir de ce côté-là. Mais quand il y a vraiment un problème environnemental, si on n'a pas bien décrit le système, là, il y a un problème. Mais toujours, quand on parle de système, donc au niveau quantique, 100 atomes, peut-être un peu plus, mais disons, ou des petites molécules. Et puis au niveau atomistique, il y a certaines simulations, on peut aller à 1 million, mais on est loin d'Avogadro, 10 puissance 23. Donc aussi, il faut bien que les propriétés d'ensemble que l'on mesure, donc à une moyenne autant d'ensemble, parce qu'on a fait une exploration de l'espace des configurations qu'on appelle en physique stat, ou dans le temps. Donc la propriété peut être calculée dans le temps. Donc de ces 2 moyennes, si on arrive à une bonne représentation du macro, de la propriété macro, ben là on est en business. Excellent. Puis peux-tu me dire du côté application, donc il y a les batteries, je pense que c'est la plus grande application qui t'intéresse ces jours-ci. Est-ce que c'est la seule voie en chimie quantique? Je n'ai pas parlé, en fait, industriel, je n'ai pas pensé au contrat qu'on a eu avec l'armée. Donc, avec un collègue en chimie, Jérôme Clavé, puis 2 en génie, et donc Jocelyn puis Nadi Brady. Et également avec l'Université de Laval et puis un CCTT d'ailleurs, c'était de construire pour l'armée des matériaux oxytiques. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, oxytique. C'est la propriété d'avoir un coefficient de Poisson négatif. C'est-à-dire quand on les étire, ils augmentent et quand on les compresse, ils se rétractent. Alors imaginez pour l'armée, c'est par exemple les gilets pare-balles. Donc, et ça, ce qui est très fort, c'est qu'avec de tels composés, il y a un coefficient d'indentation qui mesure en fait la force mécanique quand on appuie, okay, qui est, je dirais, inversement proportionnel, je dirais, durant 1 mois sigma au carré, donc le coefficient de Poisson au carreau, pardon. Donc ça veut dire qu'avec des composés comme ça, le coefficient de Poisson, qui normalement va au maximum en positif à 0,5, lui, il peut aller jusqu'à -1. Ça veut dire qu'on aurait un coefficient d'indentation infini, ce qui est impossible. C'est-à-dire que je prendrais ma feuille, il y aurait disons, par l'impact mécanique pas sur le reste, mais je veux dire que ça s'arrêterait, elle pourrait arrêter un obus, une balle, donc avec un coefficient d'indentation, déjà un coefficient de Poisson de -1. Donc ça aussi, c'est une des propriétés que l'on regarde. On s'intéresse pas mal disons, au côté fondamental, la transition vitreuse, les transitions au niveau des cristaux liquides, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. En fait, pour ça, quand je parlais de 3e voie pour faire de la science, c'est sorti des livres il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a toute une nouvelle voie de développement
donc d'utiliser la simulation en tant qu'outil expérimental. C'est vraiment fascinant tout ça. Puis là, j'aimerais savoir avec toi aussi où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Parce que là, il y a ce qui se fait aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est quels sont les objectifs donc quand on parle en chimie quantique à court terme, à moyen terme, à long terme, qu'est-ce qu'on voit là, dans la boule de cristal là, aujourd'hui? Toutes les possibilités de comprendre les réactions. Je vois d'un point de vue climat. La nitrogénase, on connaît la formation de l'ammoniac à partir disons la réaction de Born-Haber. Ouais. Et puis ou sinon par les enzymes, si on peut mieux comprendre en fait d'ailleurs cette réaction qu'on a créée de l'engrais, qui utilise peut-être 2% de la production d'énergie globale. Donc tout ce qui est aspect environnemental, ça devient incroyable. C'est-à-dire toujours, j'insiste sur le côté mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, ça peut être vrai autant d'un point de vue théorique, la transition vitreuse, donc ça, c'est peut-être notre joujou, mais avec le côté plus applicatif. Donc, alors les environnements, le côté climatique, il y a d'autres réactions avec les MOF, c'est un acronyme dont j'ai oublié le nom, c'est pour les matériaux pour la capture du carbone, etc. Et tout ça, il y a plein de possibilités. Et il y a un autre truc qui m'intéresse, en tout cas dans le Lobo, ils le savent, c'est de revoir les choses qui ont été faites il y a 40, 50 ans. Par exemple, dans le domaine des polymères, des comportements, il y a Flory, prix Nobel de chimie, qui a fait des trucs sensationnels, de reprendre ces travaux et de les appliquer, de les regarder sous notre regard de simulateur. On les a presque oubliés. Au début fut le verbe, je dirais presque, mais on a presque oublié ces travaux qui sont vraiment fascinants et qui peuvent, je parle par exemple dans son cas, c'est l'énergie d'activation, qui peuvent, sous le regard de l'utilisation de la chimie quantique ou de la modélisation, apporter un regard neuf et assez incroyable. Puis pourquoi ça a été abandonné, ça, il y a 50 ans? Parce que c'était rendu aux limites technologiques Exactement. de l'époque? Voilà. Je donne un exemple. Il a mis tout en place ce qu'on appelle le modèle RIS. Et pour un polymère, un seul, il y avait un article pour monter une matrice dans ce modèle-là. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de créer cette matrice-là. La génération de chaînes, on n'a plus besoin. Mais en même temps, pour créer cette RIS, il y avait quelques concepts derrière ça, assez intéressants, où je parlais de l'énergie d'activation, intrinsèque au polymère. Et donc, si on retourne à cette base-là, et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à sortir de là, et j'en suis persuadé. Et là, l'énergie d'activation, est-ce que c'est toujours dans la fameuse transition vitreuse ou c'est d'autres concepts à l'intérieur des polymères? En fait, ce qui est intéressant, quand on publie nos affaires, ce n'est pas le nombre de citations, mais ceux qui nous publient, qui reprennent nos travaux. Et ça, donc en 2019, on avait publié un article où on montrait que cette énergie d'activation, énergie propriété extensive, est proportionnelle à la transition vitreuse. Donc ça veut dire que si on a l'énergie d'activation de nos matériaux, de nos polymères, on pourrait directement avoir la transition vitreuse. Et ça marche pour plein de polymères. On s'est dit, peut-être c'est nous, mais en tout cas, est-ce que c'est dans notre cas? L'année d'après, des gens d'un très bon groupe ont repris nos résultats dans un graphique et ils avaient exactement la même pente. Et ça, c'est super parce qu'on se dit, ça marche, nos affaires. Et donc là, il y a un collègue d'Algérie qui est venu passer quelques temps, puis il a utilisé le concept là pour, en fait, lui, chercher des polymères avec fort indice de réfraction et une certaine TG, transition vitreuse. Il a utilisé notre modèle pour rendre compte de ça. Et ça fonctionne. Donc maintenant, c'est comme, là aussi, on comprend, donc on peut concevoir. Donc cette idée-là de comprendre intrinsèquement l'énergie d'activation, à quoi c'est dû, je pourrais en parler plus longtemps, mais c'est spécifique, comment on la calcule, d'où ça vient, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut obtenir de là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments du passé que tu as identifiés là, qui pourraient être revus avec les outils modernes ou c'est principalement cet aspect-là? En fait, c'est beaucoup plus au niveau des polymères. Il y a aussi la transition en fait, des choses comme des concepts QSPR que l'on peut revoir. C'est le concept QSPR, c'est d'additionner
certaines propriétés additives et on obtient une propriété même extensive. Par exemple, je prends l'exemple, on prend des CH3, il y a certains volumes molaires associés, et puis on arrive à trouver pour plein de polymères des coefficients qui vont bien là-dessus. Ah, je dis, ouais, de volume. Et alors, oui, mais volume inverse de la densité. Eh bien, on peut, en faisant cet ajustement, obtenir la densité. Ben, nous, on essaie aussi de faire la même chose, mais avec l'intelligence artificielle, mais c'est une sorte presque d'intelligence artificielle avant là, dans ces cas-là, mais avec peut-être d'autres propriétés. Donc là, on revisite cette méthode QSPR. Puis les molécules desquelles tu as parlé depuis le début de la rencontre, c'est beaucoup des molécules organiques. Est-ce Oui, que pas tu mal. t'intéresses aussi à l'inorganique ou est-ce que ça, justement, tu laisses ça aux physiciens, Ouais, cette portion-là? exactement. Bah, c'est déjà, il y a tellement de choses dans la matière molle qu'on appelle. Donc, on travaille sur les polymères cristaux-liquides, les verres organiques, des polymères cristaux-liquides. Il y a tellement déjà de choses à faire. On voulait même à un moment donné aller vers des protéines, tout ça, mais comme un des grands problèmes, c'est le repliement des protéines, le Je veux dire, paradoxe c'est Liebman. l'enjeu en pharmacologie, probablement Exactement. numéro Mais un. on se dit peut-être avec ce que l'on apporte au niveau des polymères, une compréhension plus fine, on l'espère, l'utilisation de la simulation moléculaire, bah, ça peut peut-être donner des idées à d'autres. Et ça peut, en fait, c'est pour ça l'idée toujours de collaboration. Avec les articles que j'ai publiés, je suis toujours content de voir le nombre de collaborateurs, de co-auteurs de ces articles. Il y en a 160 à peu près. Donc, ça montre bien qu'il y a beaucoup de collaboration en utilisant notre façon de faire ou notre expertise dans le labo. Puis même, ça aide aussi les étudiants. La plupart, parce que quand ils ont un sujet qui peut être innovant pour leur thèse, ou maîtrise ou PhD, mais à côté de ça, il y a des choses qui marchent mieux. Donc, si ce projet-là, un projet ne marche pas, c'est ça, c'est l'idée. Quand on fait une thèse de doctorat, par exemple, il y a toujours des moyens de se rattraper à d'autres sujets. Et ça a même marché quelquefois. Et puis d'autres fois, c'est des sujets qui deviennent même plus prépondérants parce que ça devient intéressant. Donc, souvent, ils ont 2-3 sujets. Et puis même, ça fait des collaborations avec des collègues aussi sur un sujet. Ça nous prend quelques mois, puis hop, ils ont un sujet, même un article. Puis comment les sujets sont choisis justement avec les étudiants? Est-ce que c'est des sujets qui sont, je veux dire, déjà identifiés ou est-ce qu'il y a de la recherche qui se fait pour Ouais. les identifier, ces Ben, sujets-là? il y a des thématiques. Il y a la thématique du laboratoire, c'est clair, on reste dans la même optique. Et puis ensuite, je leur demande, ça vous tente quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Puis ensuite, on bâtit le sujet pour faire en sorte que ça rentre bien dans la thématique et puis ce qui les intéresse. Quand les étudiants sont motivés par le sujet, c'est super, on peut faire plein de choses et puis ça peut aller beaucoup plus loin. En fait, on peut aller plus en avant dans le sujet, beaucoup plus de motivation. En tout cas, dans le labo, c'est comme ça qu'on travaille de façon conjointe, en fait, collaborative. Excellent. J'aurais peut-être le goût, en fait, d'aller du côté des étudiants. Est-ce qu'on peut peut-être aller avec le micro bâton qui est là? Est-ce qu'il y a un, deux, trois étudiants et étudiantes qui auraient le goût en chimie quantique de partager qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qui vous anime là, comme projet en chimie quantique? Mais vous n'êtes pas obligé, on peut garder ça en avant aussi, là. Non? OK, pas de problème, pas de problème. On va, on va continuer ici. On garde ça pour après, là, Wow. la discussion. Donc, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, parlons quand même un petit peu d'info quantique. Bien sûr. Tranquillement, tu t'intéresses aussi à ça. Tu l'as mentionné brièvement au départ. Donc, à ton avis, quelqu'un qui veut partir fait un projet de recherche en info quantique, sur des sujets de chimie quantique, c'est quoi les premières étapes ou c'est quoi les étapes à traverser pour être capable de se dire, OK, ben, on risque d'avoir un bon projet de telle manière ou de telle manière? Moi, je le vois dans le cas de Renato, puis d'autres, c'est d'abord faire référence à l'Institut quantique. Ça, c'est clair, parce que vous avez l'expertise. Et puis, il y a beaucoup de choses. On va pas parfois réinventer la roue. Oui, il faut comprendre, il faut lire derrière tout ça, comprendre. Mais il y a certaines choses quand on a, justement, c'est pour ça que on fait souvent appel à d'autres expertises. Si on fait appel à d'autres, il y a on passe à côté de certaines choses que malgré le fait qu'on puisse lire beaucoup de choses, on n'a
pas disons, le recul nécessaire qu'il faut. Et chez vous, à l'Institut quantique, vous l'avez. Donc, si on a une idée, donc par exemple dans le cas de Renato et puis l'excitation, l'utilisation du spectre, from quantum, etc. On pourra en parler plus, Renato, une autre fois. Mais eh bien là, on avait comme une expertise d'un certain côté et vous l'aviez de l'autre. Mettre les deux ensemble. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on a des idées, même dans le côté machine learning, avec Olivier, qui avait dans sa maîtrise, en fait, le comité, Sheng-Hui Wang, professeur d'informatique, spécialiste là-dedans, de l'IA, parce qu'on a besoin d'experts. Moi, je ne peux pas dire, on peut lire autant qu'on veut, même si on a plein d'idées dans les différentes branches de la chimie quantique ou la modélisation moléculaire, simulation, pardon, eh bien, on va peut-être se heurter à certaines choses. Et donc, c'est ça le partage d'idées. Bon, je parle toujours, même dans le labo, d'émergence. On parlait je ne sais pas si c'est Confucius ou Socrate qui disait le tout est plus que la somme des parties, mais en fait, il y a Anderson, un prix Nobel de physique, qui disait le tout est plus, voire différent que la somme des parties. Et donc, quand on met plusieurs experts, ou dans un domaine, il sort des choses qu'on n'aurait pas pensé autrement. Et souvent, ça arrive. Et donc, c'est un peu ça aussi, cette idée avec l'Institut quantique. Puis, depuis je suis membre, c'est un peu l'idée que j'avais mis dans la lettre. Oui, les rencontres justement de différents horizons qui viennent parler quantique, mais avec des backgrounds, chacune de leur côté. C'est là qui est hyper fascinant. Puis, du côté collaboration internationale, comment ça se passe en chimie, chimie quantique particulièrement? Oui, donc là, je parlais de Renato, qui a une co-tutelle avec Benoît Champagne, donc vraiment un spécialiste de la chimie quantique, en fait, qui développe beaucoup de code, et puis au niveau optique non linéaire. Plusieurs collaborations, c'est sûr, vous entendez à mon accent, je suis à l'est du Québec. Et puis là, beaucoup de collaborations en France, et puis un peu partout. Là, je m'en vais à Singapour bientôt. Il y a le Material Research Society, super congrès d'ailleurs à Singapour, qui se fait tous les 2 ans. Et là, c'est avec l'ICHU, un collègue. On a déjà un article ensemble de voir qu'est-ce qui peut se faire. En fait, souvent les congrès, qu'est-ce qui est intéressant dans un congrès? OK, on présente la science qui est faite. Des fois, on peut lire les articles aussi, mais c'est surtout les rencontres après. Okay, je dis, on n'a pas le droit de dire, mais peut-être autour d'une bière, mais un repas ou une discussion. Et c'est là où ça devient super intéressant. On a une idée sur quelque chose et puis ça se développe. Ah, peux-tu faire ça? Penses-tu que cette simulation peut être faite? Et si ça nous apporte aussi quelque chose, parce que c'est de compréhension, quelque chose de pertinent. J'avais, par exemple, lors d'un congrès en Tunisie, j'ai rencontré un Allemand sur une problématique très simple de réaction. Et des molécules étaient très simples et ça nous a apporté beaucoup, beaucoup de travail. On n'a pas encore sorti de l'article. Pourtant, c'était quelque chose de très simple au départ. Et donc, c'est toujours l'idée de qu'est-ce qu'on peut aussi apporter. Et puis, comme je dis, j'assiste, j'ai dû dire plusieurs fois, de compréhension du phénomène. Et là, de comprendre ce qui se passe, c'est super, quoi. Et donc, c'est pour ça, donc l'Allemagne, ça peut être un peu partout dans le monde, même en Tunisie, là, avec le Maroc, UM6, donc je suis allé quelques fois au Maroc. UM6P, c'est donc l'université Mohamed VI Polytechnique, et très fort au niveau organique. Et puis, eux, ils ont un problème de véhiculer donc leur phosphate. Okay. Et leur problématique, fait, se situe plus au niveau mésoscopique, même un peu plus haut que ce que j'ai montré. Et donc, on s'est dit, c'est les équations de Navier-Stokes. Et nous, on se dit, mais est-ce qu'on peut apporter, même soit au niveau quantique, là, c'est purement les interactions, chimie quantique, ou atomistique, donc avec des simulations, une meilleure compréhension de la viscosité, parce qu'il y a des problèmes de viscosité, et de voir est-ce qu'on peut résoudre. Donc là, c'est vraiment du multi-échelle sur une problématique de la viscosité, du transport du phosphate. Parce que dans des pipelines à ce moment-là? Exactement. Oui, en fait, c'est toute la force au niveau du Maroc sur les phosphates. Une grande force. Auparavant, donc c'était les camions. Puis depuis qu'ils ont leur pipeline, il y a un développement au Maroc assez incroyable. Et donc là, c'est l'intérêt. Qu'on peut peut-être apporter quelque chose ou de voir. C'est le début d'un sujet.
Puis est-ce qu'il y a un lien avec la température pour le transport justement de matériaux comme ça? Oui, c'est ça. Ici, à moins 20, j'imagine que ça serait différent dans ces tuyaux-là Oui, extérieurs. La température, pression, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et donc, et là, on peut regarder une partie du phénomène. Est-ce que comprendre le tout? Non, il faudrait peut-être pas mal de personnes, mais ça a apporté une autre expertise là-dedans. Et d'ailleurs, ils veulent développer davantage cet aspect, disons, simulation multi-échelle, parce qu'ils voient également que c'est l'avenir, justement, faire de l'expérience directement sur ordinateur. C'est ça l'idée. Excellent, excellent. Je me retourne vers la salle. Est-ce qu'il y aurait des questions tranquillement là, donc pour Armand sur la chimie quantique, avec tous ces aspects explorés et à explorer encore? En tout cas, si vous m'écoutez à travers, s'il y a des collaborations, s'il y a des problématiques intéressantes, allez-y. Mais je trouve aussi, c'est toujours... Ah, il y a Denis. Peut-être pas de la chimie quantique, ma question, mais tu as parlé un petit peu d'environnement. En environnement, une grosse problématique, c'est la production d'hydrogène, par exemple. On a beaucoup entendu parler d'hydrogène vert. Ouais. Est-ce qu'il y aurait moyen d'utiliser des photothermiques, par exemple, pour dissocier l'eau avec des bons rendements? Puis qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour abaisser le seuil de dissociation de l'eau pour penser à avoir des usines de fabrication d'hydrogène au Québec? Est-ce que tu as trouvé le meilleur catalyseur? Par exemple, je voyais vraiment un travail super intéressant de Raphaël Revillage dans le labo de Claude Legault en chimie, qui essaie d'utiliser la chimie quantique et puis l'exploration pour créer de nouveaux, je dirais, catalyseurs. Et là, ça devient vraiment fascinant parce que disons, je dirais, l'espace des configurations est tellement énorme. Et c'est là où l'ordinateur quantique pourrait aider. Parce que d'une part, en fait, si on regarde les catalyseurs, donc c'est des systèmes parfaits pour l'étude par ordinateur quantique. La corrélation est très importante. Et en même temps, de pouvoir changer rapidement et de trouver le meilleur catalyseur pour avoir le meilleur rendement, parce qu'on baisse donc l'énergie d'activation plus faible. Et ça serait super. Et donc, et c'est là où, quand je vois les articles qui sortent, là, donc même récemment, où je parlais de machine learning avec l'ordinateur quantique, c'est notre rôle en tant que même qu'universitaire d'aller vers ces choses nouvelles, de tenter, d'essayer. Et je pense que c'est la voie. Puis je voyais, comme je parlais tout à l'heure de la nitrogénase, par exemple, ça c'est un cas typique où les gens travaillent déjà dessus avec l'ordinateur quantique pour mieux comprendre, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qu'il en est. En tout cas, c'est là où je vois tout le potentiel. Et donc, c'est d'associer physiciens, chimistes, biologistes, sciences de la formation quantique, pour résoudre ces problèmes. On n'est plus, en tout cas, capable maintenant, une seule personne, de résoudre tout ça. Mais l'association, quand on voit le nombre de personnes qui sont dans un article, même maintenant, c'est assez fou. En tout cas, c'est comme ça que je vois la possibilité d'expansion, je dirais. Puis peut-être sur la même voie de mon côté, j'ai une question sur la captation carbone. Comment ça fonctionne ou qu'est-ce qui serait justement des projets de recherche de ce côté-là, du côté chimie quantique? Justement, je pense que les MOF, par exemple, c'est un exemple d'étude. Je pense que IBM qui travaille là-dessus et de travailler quel est le meilleur matériel. Voilà, j'ai oublié l'acronyme. Désolé, c'est l'habitude de parler de MOF, c'est un matériau bien particulier, mais avec M pour matériel métallique. Et donc, c'est de capter quel est le meilleur environnement pour capter le CO2, puis de faire des réactions. Et ça commence à bien fonctionner. D'une part, la recherche qui se fait dans les MOF, par exemple, j'ai des collègues en France qui travaillent là-dessus. On ne se lancera jamais là-dedans, dans les MOF. Il y a toute une expertise, il y a beaucoup de gens qui font de la simulation. Là, je ne pense pas qu'on apporterait quelque chose. Il faudrait vraiment à quelque chose d'important pour qu'on apporte quelque chose. Donc, par exemple, là, on ne se lancera pas.
Mais ce qui se fait là-dedans, c'est incroyable. On peut peut-être aider par d'autres matériaux, quelque chose, ou l'utilisation de l'ordinateur quantique, justement, via l'Institut quantique, faire les liens. Mais donc, c'est ce que je vois. En fait, mais il y a tellement de possibilités et je vois les articles commencent à sortir avec l'ordinateur quantique et l'utilisation de la chimie quantique, de bien comprendre qu'est-ce qu'on fait, et puis les différentes possibilités, même s'il n'y a que quelques disons, qubits qu'on peut utiliser. Même avec ces qubits, quelles sont les limites de la chimie quantique? Bon, il y a encore plein de choses à faire. Ah oui, ben là, c'est des bonnes questions actuelles. Oui, complètement. C'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour. Bonjour. Je ne voudrais pas présumer de votre âge, mais j'imagine que ça fait quelques années que vous œuvrez dans le domaine de la chimie quantique. Puis de nos jours, ben, la quantique, on voit ça partout, en particulier à Sherbrooke, avec la zone d'innovation. Il y a beaucoup de. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on pense à l'évolution que ça a pu connaître, le domaine de la quantique par rapport à vos débuts jusqu'à maintenant, où on peut dire que on parle de révolution quantique, on parle donc ça prend beaucoup de place. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, point important. Avant de venir ici, je travaillais au commissariat à l'énergie atomique en France, dans le domaine purement atomistique. En fait, puis je touchais un peu dans le labo, on était 3 à faire des calculs, je dirais, un physicien théoricien, un chimiste théoricien, puis moi, entre les deux. Et puis là, j'ai vu tout le potentiel et puis ce qu'on pouvait faire déjà avec la chimie quantique et puis même avec la DFT, en fait. Et on était limité. Par exemple, pour les bases, en fait, la représentation de ces orbitales atomiques. Puis, en même temps, disons les articles qui sortaient, de plus en plus, ont demandé à ce qu'il y ait des calculs. Maintenant, ça fait partie courante d'un article presque en chimie. L'utilisation de codes de chimie quantique, les Gaussian de ce monde, Orca, etc., ça fait partie monnaie courante. Et puis, je vais vous dire un terme en chimie qu'on utilise, 631G, c'est une base qu'on utilise. À l'époque, même il y a 20 ans, c'était même bien. Maintenant, c'est comme normal, ça fait partie de la norme. Okay, et donc là, il y a une sacrée évolution, et puis on utilise la chimie quantique, en fait, problématique, comme on appuie sur un bouton, puis on a des résultats. Pour la petite histoire, et ça m'est arrivé 3 fois d'examiner des articles, et la première fois, ça m'avait fortement surpris, c'est de traiter des ions. Et dans ces ions, on fait 631G, ils n'avaient pas mis le plus. Alors, on va me dire, c'est quoi un plus dans cette formation? C'est de ce qu'on appelle, pour mieux représenter, c'est une fonction de diffusion qui va plus loin pour capter justement l'effet électronique dû aux ions. Ces personnes-là, un gros groupe, beaucoup de personnes, n'avaient pas considéré ce plus. Puis moi, je dis, l'article est super bien fait, très bien fait. Je n'ai rien à dire, très intéressant en plus. Mais il faut. Et donc, là, j'ai indiqué aux personnes, à l'éditeur, je peux pas, en tout cas. Et l'article a été rejeté parce que, voilà, c'était juste appuyer sur un bouton. Une autre fois, on a oublié, je refais des calculs pour examiner. Donc maintenant, c'est la chimie quantique, c'est devenu de plus gros systèmes. On a besoin de plus de CPU, de GPU, etc. Donc parce qu'on arrivait à quelque chose à ce stade-là. Et donc, ce que je trouve intéressant maintenant avec le quantique, c'est parce qu'il y a certaines problématiques qu'on ne peut pas encore résoudre, justement en chimie quantique, parce que l'approche que l'on utilise, on utilise la DFT, pourquoi? Parce que c'est plus rapide en temps de calcul. Mais on revient à l'Hartree-Fock de départ, excusez du terme technique, mais Hartree-Fock de départ avec seulement un déterminant de Slater, mais là, on a utilisé plein. Et là, ça veut dire que ce qu'on appelle en chimie quantique les coupled clusters, c'est de l'anglais, et là, on pourra le faire en quantique, avec l'ordinateur quantique. Donc là, on passe comme l'évolution, en fait, on arrive à l'utilisation de l'ordinateur quantique pour répondre à des spécificités où on ne pouvait plus répondre. On était presque arrivé à une certaine limite. Oui, on pouvait augmenter la taille de nos systèmes, mais encore, on ne pouvait pas
résoudre complètement, disons, obtenir les bons résultats à la fin, même avec la DFT, parce qu'il y a des problèmes avec la DFT. Donc là, avec l'ordinateur quantique, on pallie ce genre de problème-là. Ben, c'est comme ça que je le vois. Donc oui, on utilise encore l'approche atomistique. Alors, vous voyez, les deux avances de proton, même le gros grain, en fait. C'est même se dire, à un moment donné, je parlais d'émergence. Donc l'article de Anderson, c'était la théorie Theory of Everything. Okay, donc, est-ce qu'avec l'équation de Schrödinger, on pourrait tout résoudre? Voilà, résoudre l'équation de Schrödinger, c'est tout résoudre. Comment vous obtenez la viscosité à partir de ça? C'est quasiment impossible. Donc lui, il dit, on ne peut pas le faire. Donc, est-ce qu'on arrivera à un moment donné, on a atteint le temps de calcul pour se dire que des propriétés émergentes, on ne pourrait pas les obtenir par calcul. Ça, on pourrait discuter, ça à débattre là-dessus. Par exemple, on parlait de la transition vitreuse comme une propriété émergente. En tout cas. Mais là, entre émergence et réductionnisme, on pourrait parler un peu plus longuement. Mais là, ça devient intéressant. Peut-être est-ce qu'on arrivera à une certaine limite, mais ça, c'est peut-être pas tout de suite. Déjà, il y a beaucoup de choses à faire avec l'ordinateur quantique, mais ça, c'est peut-être une autre évolution à beaucoup plus long terme, ce que je dirais. Il y a un peu sur la même voie, mais est-ce que la chimie computationnelle est réservée justement aux gens entre la théorie et l'expérimental, ou est-ce que tout le monde l'utilise aujourd'hui? Est-ce qu'il faut savoir programmer pour être chimiste aujourd'hui? Après, je pense que c'est ma question. Alors, ce que je dis souvent pour les 3 niveaux, le quantique, la théorie derrière n'est pas évidente, mais maintenant, appuyer sur un bouton, on dessine, puis on appuie, on a tout de suite des résultats. On a des résultats. Savoir les interpréter, c'est autre chose, comme je disais. Au niveau atomistique, la théorie derrière, c'est l'intégration des équations de mouvement, mais il y a toute la physique statistique qui est derrière, donc il faut comprendre la phystat. Et donc, à ce moment-là, c'est de traiter ces modèles-là. Et là, il y a des codes qui existent, même, mais pour traiter les données, il faut connaître quand même du code. Donc, tout le monde code, même parfois en venant de chimie, qu'on n'est pas forcément du Python, etc. Mais il y a des formations qui se font, par exemple, même par Calcul Québec, qui sont très bien faites. Et ils se lancent là-dedans. Puis, donc là, il faut quand même savoir coder. Puis en fait, le mésoscopique, parfois, quand on parle de Langevin, c'est de la physique stat, c'est des effets dissipatifs qu'on a derrière. Et puis, donc, la théorie qui est derrière, qui n'est pas toujours évident pour appliquer à la physique statistique, et le traitement des données n'est pas aussi évident. Donc, pas tout le monde le fait. En tout cas, ça dépend. Pour ça, quand je disais, qu'est-ce que vous voulez faire aussi, dans quel niveau, même des stagiaires de 4 mois qui n'ont pas trop de notions donc en chimie, donc pas trop de notions de chimie quantique, je pourrais les lancer dans l'utilisation de Gaussian, donc au niveau de chimie quantique. Est-ce qu'ils comprennent tout? Non, c'est pas possible, mais on est là derrière pour les appuyer. Et puis, ils voient déjà un peu les fondements et puis ils peuvent comprendre quelles sont les failles. Puis, ça, il faut toujours qu'on soit en arrière, quelqu'un du labo ou moi toujours, pour savoir si les résultats qu'ils obtiennent sont pertinents, puis si on peut aller plus loin. Mais déjà, attaquer tout de suite la dynamique moléculaire, par exemple, au niveau d'un stage, au niveau du bac, c'est parfois difficile, c'est pas toujours évident. Merci Chérine, qui vient de France, vous voyez, IIT, qui s'est lancé là-dedans. C'est pas forcément évident, mais il y a des codes qui sont, disons, parfois plus faciles d'utilisation. On dirait presque pas quand même comme Gaussian, tu vois. Mais il faut quand même aller dedans, mettre la main dans le cambouis. Mais je comprends qu'il y a de plus en plus de programmation en chimie en général. C'est ce que je peux retenir aujourd'hui. Je peux dire, c'est intéressant de voir où c'est rendu. Puis, des fois, je suis persuadé que tout le monde sait mieux programmer que moi maintenant. Ça faisait toujours, quand des fois je prenais une pause, je me prenais encore avec les fonctions, etc. Des fois, je prenais du temps pour programmer. Là, c'est vrai que je suis devenu peut-être un peu rouillé. Et là, je sais qu'ils sont très bons dans le labo pour m'appuyer là-dessus. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions donc là-dessus? Écoutez, ça a été fascinant. Merci beaucoup. Vraiment, belle rencontre encore là avec un domaine qu'on n'avait pas encore exploré, la chimie quantique. Donc, vraiment extrêmement intéressant. À la réalisation aujourd'hui,
Tom Mala qui était donc à l'orchestration de toute la rencontre et à la technique également. Donc, merci beaucoup. Ensuite de ça, si vous êtes intéressé à avoir toutes les nouvelles sur les activités de Curieux Quantique, vous pouvez aller sur le site web la page web de Curieux Quantique et vous abonner à l'infolettre. Là-dessus, merci beaucoup pour votre présence ici à l'auditorium, en ligne également. Et merci Armand pour cet entretien. Merci bien. Merci beaucoup.